chers étudiants, pour cette nouvelle session du cours d'économie d'entreprise. À la session précédente, nous avons pu clôturer le chapitre 4 concernant les fondements de l'économie, les fondements du commerce international. Nous avons relevé un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre quels sont réellement les fondements du commerce international. On a parlé du libre-échange, on a parlé du protectionnisme. On a parlé des fondateurs du libre-échange, à l'occurrence Adam Smith et David Ricardo. On a ressorti les différents avantages du libre-échange et aussi ses inconvénients ou encore ses différentes limites. Alors, en progressant, nous avons aussi parlé du protectionnisme. Nous avons défini le protectionnisme, nous avons ressorti les différents avantages du protectionnisme et aussi ses différentes limites. Alors, d'un autre côté, nous avons ressorti le développement des échanges internationaux avec une approche historique. Dans cette approche historique, nous avons relevé l'évolution des organismes comme la naissance des organismes comme le GATT, General Agreement of Tariff and Trade, et aussi de l'OMC. Alors, nous sommes allés plus loin et nous avons ressorti les différents l'intégration régionale. L'intégration régionale qui se trouve à mi-chemin entre le protectionnisme et le libre-échange. Parce que dans l'intégration régionale, ici, on est sous une forme qui permet en fait, on peut se prononcer en disant que c'est du protectionnisme sous-régional parce que les pays qui se mettent ensemble pour l'intégration régionale se confèrent entre eux, un pays, se confèrent entre eux des avantages qui leur permettent d'effectuer les différentes transactions. Alors, ce qui fait en sorte qu'un pays qui ne fait pas partie de l'intégration régionale, ce pays-là ne peut pas avoir les mêmes avantages que les pays qui appartiennent à cette intégration. Alors, on est allé plus loin. On a parlé aussi des différentes zones comme la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun jusqu'à arriver à l'union économique et monétaire. Alors, on a essayé de ressortir au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale avec la CEMAC, avec la CEAC ou encore au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO ou du côté du Maghreb avec l'UEMOA. Alors, aujourd'hui, si on a déjà compris quels sont les fondements du commerce international, il faut se poser un certain nombre de questions. Comment est-ce que les nations rassemblent-elles les différentes informations qu'elles ont au niveau de leurs entreprises, des différentes entreprises, afin de savoir si les différentes transactions qu'elles ont eues au cours peut-être d'une année, si ces différentes transactions-là leur ont permis d'avancer. On se pose donc des questions fondamentales sur la croissance des pays, sur leur développement. Parce que lorsqu'on parle de la croissance, elle est quantitative, alors que lorsqu'on parle du développement, le développement est à la fois qualitatif et quantitatif. Alors, ici, nous voulons parler de la macroéconomie. Parler de la macroéconomie nous amène à parler des indicateurs macroéconomiques. Comment est-ce qu'un État réussit à mesurer ces différents indicateurs-là? Comment est-ce que ça se passe? Quels sont même les indicateurs phares utilisés par les différents États? Alors, dans le cadre de notre cours, on ne va pas aller
dans le cadre de notre cours, on va pas aller très très loin parce que si on entre dans les indicateurs macroéconomiques, ils sont tellement nombreux. Mais nous allons nous limiter à 3 principaux indicateurs parce que ces 3 principaux indicateurs, je vous l'assure, nous permettent de comprendre quels sont les phénomènes macroéconomiques, à savoir le taux de chômage, le taux d'inflation et le produit intérieur brut. Alors, le taux de chômage, le taux d'inflation et le produit intérieur brut. Là, dans le cours, dans le chapitre 5 intitulé Les indicateurs macroéconomiques, nous allons plus travailler sur ces 3 indicateurs-là. Alors, j'ai fini de charger le document. On peut entrer dans la présentation. Alors, les indicateurs macroéconomiques. La comptabilité nationale est une présentation selon un cadre rigoureux et cohérent de toutes les opérations réalisées chaque année dans une nation. Son objet est quadruple. Elle permet de rassembler les données statistiques, d'analyser les circuits économiques, de faire des prévisions et de comparer dans l'espace et dans le temps des économies. Elle utilise des indicateurs macroéconomiques parmi lesquels on peut citer le taux de chômage, l'inflation et le produit intérieur brut. Alors, on va commencer donc dans la première partie. On va parler d'abord du chômage. Lorsque nous avons un concept tel que le chômage, nous devons donc essayer de comprendre ce concept-là. Le chômage. Selon le Bureau international du travail, le chômage se définit statistiquement comme la situation d'une personne sans travail rémunéré. Première des choses, une personne sans travail rémunéré, disponible pour occuper un emploi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être sans travail rémunéré, mais qui ne sont pas disponibles pour occuper un emploi et effectuant une démarche de recherche d'emploi. D'une manière plus générale, le chômage est défini par les économies comme un excédent de main-d'œuvre, c'est-à-dire une offre supérieure à la demande sur le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un excédent de main-d'œuvre? Sachez que les chômeurs font partie de la population active. Les chômeurs. En fait, c'est la partie de la population active qui n'est pas en train de travailler. C'est pour ça que c'est donc, on considère donc les chômeurs comme un excédent de main-d'œuvre. Le chômage est un phénomène complexe, ce qui explique la multiplicité des instruments de mesure. En fait, la situation globale de l'emploi est souvent mesurée au travers du taux de chômage, défini comme le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active, égal à l'ensemble des individus déclarant exercer une tâche et ceux à la recherche d'un emploi. Parce que la population active tient compte de ceux qui travaillent déjà et ceux qui sont en train de chercher un emploi. Alors, les explications, nous allons passer aux explications empiriques. Pourquoi on parle directement aux explications empiriques du chômage? Parce que si on restait plus dans le domaine théorique, on devait se retrouver en train de ressortir un certain nombre de théories qui ne devaient pas nous permettre, cette théorie-là ne devait pas nous permettre de comprendre de manière claire et précise, parce que cette théorie-là était juste quoi? C'était des émanations des réalités qu'on observait dans certains pays. Alors, pourquoi est-ce que l'explication empirique du chômage, donc c'est quoi? C'est qu'on allait sur le terrain et on a essayé d'étudier le phénomène. Dans la réalité économique, le chômage est expliqué par premier élément, la croissance et la concurrence internationale. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé du commerce international, du développement du commerce international. Alors, le chômage donc est inquiété par cette croissance-là. Comment? L'insuffisance de la croissance est un facteur essentiel expliquant la diminution des offres d'emploi des entreprises. Ici, nous sommes dans une situation où les entreprises n'arrivent pas à développer de manière exponentielle leurs activités. Alors, elles se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent pas
offrir autant d'emplois que la demande propose. Alors, on a autre élément, les PVDC, c'est-à-dire les pays en voie de développement et notamment les NPI ou encore nouveaux pays élisés, à l'instar de la Corée du Sud, Taïwan, Mexique, contribuent à l'aide de coûts de production très faibles à rendre la concurrence rude dans certains secteurs d'activité, par exemple le textile et l'électronique. Vous voyez que ces pays-là ont développé ces secteurs. Ça veut dire que le Taïwanais qui réussit à fabriquer le fer à repasser que toi tu devrais fabriquer par exemple ici au Cameroun, lorsqu'on le prend, il fabrique un maximum de fer à repasser. On se retrouve en train d'importer ces fers à repasser. Ça veut donc dire que s'il y avait une entreprise qui devait se retrouver dans la fabrication du fer à repasser au Cameroun, cette entreprise-là devait fermer. Alors, ça devait accroître le taux de chômage. Ou même ça ne devait même pas, le fait même qu'il n'y ait pas ces entreprises-là, ça favorise aussi le nombre de chômeurs, puisqu'il n'y aura pas un certain nombre de personnes, c'est-à-dire ceux-là qui devaient se retrouver en train de travailler dans cette entreprise-là. Ils vont rester à la maison, ils n'auront pas d'emploi. En outre, les entreprises des pays développés choisissent parfois de délocaliser leur production ou leur gestion dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. On se rend compte que dans les pays développés, ils préfèrent aller avec leurs usines dans les pays comme la Corée du Sud, Taïwan, où la main-d'œuvre est moins coûteuse. Vous voyez que si l'Américain délocalise son entreprise, il se retrouve dans une situation, il va favoriser l'augmentation de l'emploi à Taïwan, par exemple, et il va favoriser d'un autre côté, il va faire en sorte que le taux de chômage augmente aux États-Unis. Parce que ce que les Taïwanais seront en train de fabriquer, là, les Américains auraient pu fabriquer la même chose. On se rend donc compte que ici, il a déplacé les emplois d'un pays, du pays développé à aux pays considérés comme nouveaux pays industrialisés. On a un autre élément, l'évolution démographique. C'est un élément tellement important à prendre en compte parce que lorsqu'on parle de l'évolution démographique, on parle de l'accroissement de la population. La population de la Terre que nous avions dans les années, disons dans le début des années 60, 70, 80, cette population n'est pas la même. Elle s'est fortement développée. On peut même dire qu'il y a un accroissement géométrique ou encore un accroissement exponentiel de la population. L'importance de la population active fait varier la demande d'emploi selon l'économiste depuis 1915. C'est sûrement car les enfants du baby boom arrivent à l'âge de travailler. Les femmes sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail. Ainsi, il faut créer chaque année des emplois supplémentaires uniquement pour absorber le poids des nouveaux entrants. Ce solde démographique devrait rester positif jusqu'au début du 21e siècle. Alors, vous voyez que démographique avec le baby boom, plusieurs accouchements. Lorsque les femmes d'une certaine génération accouchent beaucoup d'enfants, ces enfants commencent à grandir. Vous allez vous rendre compte que si une femme accouche par exemple 4 enfants, ça veut dire qu'à la génération future, on se retrouve avec 4 individus, alors tandis qu'à la génération précédente, il y avait un seul individu. Il y a eu un coefficient de multiplication. C'est pour ça qu'on considère que c'est un accroissement géométrique de la population. Alors, comment donc faire pour que ces nouveaux-là, qui arrivent en âge de travail, comment faire pour qu'ils aient un emploi? Avant, on pouvait contenir seulement leur mère au niveau des emplois. Leur mère n'est même pas encore allée en retraite. Il y a ces enfants-là qui sont arrivés. Ça favorise le chômage. On a l'effet, une autre caractéristique, on a l'effet de la technologie. Alors, la technologie s'est développée de telle sorte, le progrès technique a favorisé quoi? A favorisé une évolution du facteur capital. Lorsque je parle ici du facteur capital, je suis plus dans le sens des machines.
Parce que dans les années, au début des progrès scientifiques et techniques, on avait plusieurs, on avait le facteur travail à la baguette au départ. Alors, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on pouvait automatiser le travail, alors les gens se sont retrouvés dans des situations où leur emploi était menacé. Je vous donne un exemple simple. Il y a certains supermarchés totalement automatisés en Asie. On a vu dans le cadre en 2008, dans le cadre de Bing, il y avait ce développement. En fait, c'était un peu cet essor de la technologie. Encore faut-il aller regarder aujourd'hui en 2020, c'est encore plus développé puisqu'on entre déjà dans la 5e génération. Alors, vous entrez dans un supermarché où il n'y a personne. Ça veut dire que ce sont les robots qui sont à la réception, ce sont les robots qui se retrouvent à la caisse, à la manutention, même pour récupérer les différents bagages. Il y a tout un système totalement automatisé. Ça veut dire que toutes les personnes qui devaient travailler dans cet endroit-là se retrouvent au chômage à cause du progrès technique. Alors, le progrès technique a permis de substituer donc largement le capital au travail, y compris dans le secteur tertiaire avec la bureautique. Ceci est globalement un élément d'amélioration car certaines tâches pénibles sont réalisées par des robots, mais la main-d'œuvre peu ou pas qualifiée a subi les conséquences de ces restructurations industrielles. Alors, le progrès technologique en nombre insuffisant de nouveaux emplois nécessitant une qualification que les chômeurs ne peuvent pas toujours avoir. En outre, la productivité continue à s'accroître alors que la production est en quasi-stagnation. Intéressant. Quand bien même ce progrès technique permet qu'il y ait des machines à disposition, peut-être qu'il faut peut-être certaines personnes pour utiliser ces machines, on se rend compte qu'il y a une inadéquation entre le progrès technique et l'offre de formation des individus. Je peux même prendre le cas du Cameroun. Parfois, dans le cursus de formation, que ce soit en BTS, que ce soit en licence professionnelle, en master professionnel, certains individus ont tellement, se sont tellement apaisantis sur la formation théorique qu'ils n'arrivent même pas à utiliser réellement ce qu'on leur propose en termes de machines. Vous allez vous rendre compte que vous êtes avec un individu. Je prends dans le cadre du bâtiment et des travaux publics. Vous allez voir un bonhomme, il sort ingénieur bâtiment et travaux publics, mais il ne manipule pas bien les différents logiciels à l'instar de AutoCAD, Archicad. Ça veut dire que même s'il a la maîtrise, même s'il a la connaissance théorique et qu'il n'a pas cette connaissance du logiciel, il peut se retrouver en situation de chômage. Parce que là, il ne va pas pouvoir utiliser ces logiciels-là alors qu'on avait besoin de lui à ce poste. Vous voyez que là, ça crée aussi le chômage. Juste parce qu'il y a une inadéquation entre on peut dire, la qualité de sa formation et le progrès technique. Alors, lorsqu'on a balayé, lorsqu'on a essayé de parler de ça, on peut donc essayer de ressortir la typologie du chômage. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une typologie et il y a plusieurs types de chômage. Le chômage peut revêtir divers aspects tels que nous avons le chômage frictionnel. C'est quoi le chômage frictionnel? Il est dû à l'existence, le chômage, il est dû à l'existence de délais d'ajustement entre l'offre et la demande de travail. En fait, il désigne la période de chômage
provoqué par la transition et le délai nécessaire à une personne pour trouver un autre emploi. En fait, le chômage frictionnel, c'est quoi? Je viens peut-être d'être viré de mon emploi et je dois retrouver un autre emploi. Je suis en situation de chômage pendant la période qui sépare la perte de cet emploi-ci et le fait de retrouver un autre emploi. Là, on parle de chômage frictionnel. Après le chômage frictionnel, nous avons ce que nous appelons le chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel. Le niveau de l'emploi et celui du chômage sont déterminés en partie par le taux de croissance du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, ou encore de la production nationale. Plus le taux de croissance du PIB est élevé, tendant à augmenter leur capacité de production. Un net ralentissement de la croissance du PIB est accompagné par une diminution des emplois qui, combiné avec l'augmentation de la population active potentielle due aux arrivées nombreuses de femmes et de jeunes sur le marché du travail, explique la montée du chômage. Alors, le chômage conjoncturel, je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on veut essayer de ressortir une situation de conjoncture, c'est quoi? C'est la situation conjoncturelle est celle qui prévaut à un moment donné. Ici, on essaie de comprendre de manière claire. Le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est la richesse créée par les entreprises. Si la richesse créée par les entreprises va grandissant, alors les dites entreprises vont faire quoi? Elles vont essayer de développer, essayer d'accroître leurs différents investissements et par conséquent, elles vont employer encore plus d'individus. Alors que si les entreprises sentent le ralentissement de la croissance, elle va faire quoi? Il y aura ce ralentissement de la croissance du PIB sera accompagné par une diminution des emplois. Et la diminution des emplois sera aussi même marquée par quoi? Par l'augmentation de la population active potentielle. La population active potentielle, pourquoi est-ce qu'on classe les femmes dans la population active potentielle? Regardez le taux de scolarisation des femmes, comment ce taux a fortement évolué. À l'époque, avec les dogmes, on se disait dans le sens de la religion que les femmes, elles devaient rester au foyer. Ça veut dire que l'homme devait chercher à aller nourrir la famille et la femme devait rester au foyer. Alors, on ne pouvait donc pas classer la femme parmi les chômeurs parce que le chômeur, là, c'est celui qui doit être à la recherche effective du travail. Alors, ces femmes, donc, avec le temps, elles ont tellement évolué. Elles ont évolué dans le sens où elles ont commencé à fréquenter. Ça veut dire que nous avons un accroissement du taux de scolarisation des femmes. Alors, cet accroissement du taux de scolarisation des femmes a fait en sorte que ces femmes donc deviennent des demandeurs sur le marché du travail. Si elles sont de plus en plus nombreuses avec la population jeune, on se rend donc compte que ça peut accroître le taux de chômage. Parce que pour que le taux de chômage augmente, il faut que le nombre de demandeurs d'emploi aussi augmente. Alors, on est dans une autre situation là. On a, au-delà du chômage conjoncturel, nous avons le chômage structurel. En dépit d'une création nette d'emplois, le chômage peut subsister. Ce phénomène peut s'expliquer par l'inadaptation des structures de qualification, ce qui ne révèle plus de la conjoncture. Dans un contexte de mutation de l'appareil productif, une inadéquation de la qualification des actifs à celle des emplois, entre parenthèses, renforcée par une mobilité géographique insuffisante, peut rendre l'agent entre la demande l'insuffisance du niveau de formation des actifs et où leur spécialisation trop étroite sont responsables de leur inadaptation à des emplois différents et plus qualifiés. Cela met en évidence l'enjeu du système scolaire, puis les capacités d'adaptation des actifs qui en sont en dépendent. Le chômage structurel, c'est ce que nous vivons au Cameroun. Pourquoi? On a une situation vraiment, on est à la recherche du travail,
Mais lorsque tu questionnes ces jeunes-là, tu te rends même compte qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour le travail à pouvoir. Ils sortent de ces écoles. En fait, nous sommes un peu dans ce que j'appellerais une culture de la diplômie. Une culture de la diplômie, pourquoi? Parce que là, c'est ce culte-là, ce culte du diplôme, au détriment de la compétence. Là, on a un individu qui sort d'une grande école avec un diplôme et pourtant, il ne peut pas faire ce travail-là. On ne pourra donc pas le mettre à cette place-là. Alors, il y a une autre situation qui va au-delà du chômage. Là, je vais parler du sous-emploi. Parce que le taux de sous-emploi au Cameroun, il avoisine les 70%. Il est énorme. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve en situation de sous-emploi? Regardez un peu votre cursus de formation. Imaginez-vous que vous êtes en sciences biomédicales. Vous faites une formation de 5 ans. Imaginons un peu les charges que vous avez eues, que vos parents ont eues en fait, les dépenses relatives à votre éducation. Vous avez fait la maternelle, vous avez fait l'école primaire, vous avez fait le secondaire et vous entrez dans le milieu universitaire. Après le bac, vous vous retrouvez en train de faire 5 ans de formation. Mais vous arrivez dans une structure, ça peut être une PME, et lorsqu'on vous prend dans cette structure, on vous dit que le salaire sera de 50 000. Certes, vous avez un emploi, mais vous êtes en situation de sous-emploi. Pourquoi? Parce que la rémunération qu'on est en train de vous donner, cette rémunération-là, elle est largement inférieure. En fait, il y a une inadéquation entre la rémunération et le niveau de qualification. C'est ce qu'on vit dans plusieurs entreprises. Vous voyez un individu qui est bac plus 5, il a 50 000, il a 90 000 de salaire. Ce n'est pas normal. Et cette situation de chômage structurel peut amener des personnes à se retrouver dans ce que nous appellerons un chômage déguisé. Pourquoi on parle de chômage déguisé à ce moment-là? Le chômage déguisé, c'est ce qu'on a l'habitude de voir un jeune homme qui est là en train peut-être de faire, vous le trouvez dans un tourne d'eau, il est en train de faire les œufs avec les spaghettis. Il dit que c'est son travail là, il fait des œufs. Mais lorsque vous regardez son niveau d'études, il a peut-être un bac plus 3, un bac plus 5. Ça, c'est un chômage déguisé. Parce qu'il se retrouve en train de faire quoi? Un petit boulot qui peut lui permettre de payer peut-être ses factures, mais son niveau de qualification, s'il avait un emploi, ne devait pas lui permettre d'avoir un si bas niveau de vie. On rentrer donc, après avoir expliqué le chômage et ses typologies, nous allons donc expliquer comment lutter contre le chômage. Comment lutter contre le chômage. Pour expliquer comment lutter contre le chômage, nous allons un peu rentrer dans le passé avec les différentes théories. Alors, nous allons d'abord ressortir la politique libérale. La politique libérale. Comment est-ce que la politique libérale espère lutter contre le chômage? La politique libérale, qualifiée aussi de politique de l'offre, elle se caractérise par une réduction de l'intervention de l'État dans l'activité économique et par la consécration du rôle majeur de l'entreprise. Le retour à l'équilibre sur le marché du travail dépend de la flexibilité à la baisse des salaires. En outre, l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise par un allègement des coûts de production, réduction des charges sociales favorise la résorption du chômage. Les libéraux, eux, ils pensaient qu'il fallait limiter le rôle de l'État. Parce que le rôle de l'État, il est très important en ce sens que l'État peut fixer les minima en termes de salaire. Vous avez par exemple le SMIC, on parle du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors, si l'État n'est pas là pour fixer les minima, ça veut dire que nous sommes dans une culture où l'entreprise prend les rênes. Si l'entreprise prend les rênes, elle favorise quoi? Elle favorise la baisse des salaires. Donc, dans la logique des libéraux, c'est si une personne avait 500 000 francs de salaire, on baisse
peut-être son salaire à 300 000, on prend une autre personne, on donne aussi 300 000. Si on se retrouve avec 600 000 de masse salariale, on a deux personnes. Les deux personnes donc peuvent produire plus rapidement. Mais dans cette politique-là, ça veut dire que vous allez baisser les salaires même de ceux qui travaillent déjà avant de songer à avoir de nouveaux travailleurs. C'est un peu ça la politique libérale. Alors, ils se disent que le retour à l'équilibre sur le marché du travail dépend maintenant de la flexibilité à la baisse des salaires. Les keynésiens, parce que là, ça c'était la doctrine des libéraux. Les keynésiens, eux, ils voient la chose sous un autre prisme. Les keynésiens on qualifie la politique keynésienne comme politique de la demande. Ça veut dire que les libéraux regardaient les offreurs, c'est-à-dire les entreprises. En fait, ils tiraient la couverture du côté des entreprises. Les keynésiens, maintenant, eux, ils ont une politique de la demande. Elle préconise la mise en œuvre des mesures expansionnistes. L'augmentation de la demande globale et par suite de l'emploi repose sur une politique budgétaire expansive, une politique monétaire favorisant l'accès au crédit, en particulier par la baisse des taux d'intérêt. Ici, les Keynesiens, eux, ils se disent que non. Et ce n'est pas les salaires, mais augmenter les salaires et donner plus de travail aux individus. Et ceux même là qui n'ont pas de travail, accorder à ces personnes-là des crédits. C'est lorsqu'ils auront cet argent-là qu'ils vont dépenser. Et en dépensant cet argent, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre une relance de l'économie. C'était un peu la logique des keynésiens. Au lieu de baisser, les emplois, qu'est-ce qu'on fait? On augmente plutôt. Pourquoi les keynésiens réfléchissent de la consommation? L'individu augmente sa consommation, il favorise aussi l'augmentation de la productivité des entreprises. Parce que si tu vas chaque jour acheter du pain, chaque jour, ça veut dire que de lundi à dimanche, tu achètes du pain. Ça veut dire que tu favorises aussi le boulanger. Parce que c'est le fait que tu achètes du pain, c'est ça qui permet que le boulanger réalise son chiffre d'affaires. Et c'est la réalisation du chiffre d'affaires qui permet d'acheter encore de la farine pour fabriquer un autre pain. C'était un peu le raisonnement bien. Alors, si on a essayé de le chômage dans ce contexte-là, on doit voir que l'équilibre économique va seulement se limiter au chômage. Les indicateurs macroéconomiques vont aller au-delà du chômage et on va aussi parler de l'inflation. Vous avez donc 5 minutes pour poser les questions relatives au chômage avant qu'on ne passe à l'inflation. Oui, monsieur Nganzou. Oui. Je suis en cours. Oui, monsieur Nganzou. Oui, vous avez pratiquement 5 minutes oui, pour poser votre question. Oui. Monsieur, je ne vous ai joué. Ah, vous n'avez pas de question. Ok. Une petite pause, c'est comment? Je me suis dit, attention, le confinement, si tu es transformé. Je suis allé au village. Je suis allé un peu prendre quelques kilos au village. Comment alors? Ça va, physiquement, tout va bien. Mais tu es porté disparu depuis. C'est quoi? Je me pose le stress à la maison.
Le sport. Vraiment, ça n'en est pas mal. Je vous rends plus vieux. Oui, la dernière fois, tu m'as dit que tu n'avais pas de machine et tu n'avançais pas facilement. Ma machine m'a lâché. Je vais demander pour quelqu'un à mon beau-frère. Il m'a donné ce que j'ai fini le chapitre. Maintenant, en dedans, il a un bon prix. Donc, depuis, je faisais plus rien. Nous allons nous allons reprendre à partir de l'inflation. Nous sommes au niveau de l'inflation. L'inflation est l'œuvre du diable parce qu'elle respecte les apparences et détruit les réalités. André Mauroy. Vous voyez que cette expression est très forte. On dit l'inflation est l'œuvre du diable parce qu'elle respecte les apparences et détruit les réalités. Ça, c'est André Mauroy. Il était très expressif parce qu'il essaye de condamner avec la dernière énergie ce que l'inflation pourrait faire à l'économie. Alors, il est usuel d'appréhender l'inflation comme un mal absolu. Il s'agit d'un phénomène qui affecte négativement les principales variables économiques telles que l'exportation, la consommation et la commande. Pourtant, si l'inflation est un mal, elle ne l'est pas toujours. L'inflation peut opérer une redistribution plus égalitaire des revenus, comme il ne faut pas oublier qu'elle a accompagné les périodes d'essor telles que les 30 glorieuses, tandis que la déflation, différente d'inflation, accompagnait la crise de 1929. Alors, l'inflation, si on reste dans le sens de la définition, l'inflation a toujours été perçue comme un phénomène négatif. Avant que je n'entre dans la définition, du coup, je veux faire un petit point. Alors, l'inflation a été toujours perçue comme si c'était négatif. Pourquoi? Parce que le premier élément, le premier à ressentir l'inflation, si on est dans le sens du marché, si nous sommes par exemple au Cameroun, ça sera quoi? Ce sont les consommateurs. Tu te lèves un beau matin, on te dit que le pain qui coûtait 125 coûte déjà 300 francs. Alors que ton revenu n'a pas changé. Si tu avais 200 000 chaque mois de salaire, lorsque tu vas à la banque, tu as toujours tes 200 000 de salaire. Mais le pain qui coûtait 125 coûte déjà 300 francs. À l'époque, avec 300 francs, tu avais deux pains et tu rentrais même à la maison avec 50. Mais maintenant, tu te retrouves en train d'acheter pour les mêmes 300 francs un seul pain. Vous voyez un peu pourquoi les économistes dénoncent ce phénomène-là. Alors, nous allons justement dans cette partie comprendre l'inflation ainsi que ses différentes origines. Quelles sont les origines de l'inflation? Et mettre en évidence ses effets et conséquences complexes aussi bien sur le domaine économique que social. On a l'inflation, définition et forme. Alors, pour respecter le timing, on ne va trop développer l'inflation. Nous allons essayer de ressortir le début et à la séance prochaine, nous allons avancer avec. Alors, si on reste dans le cas de la définition, de manière triviale, l'inflation est la hausse durable du niveau général des prix à l'intérieur d'un pays. Une hausse ponctuelle et localisée des prix ne peut pas être considérée comme de l'inflation que si elle se propage à toute l'économie et se poursuit sur la période qui suit. Le mouvement de croissance des prix doit être général, concerner les différents secteurs et branches de l'économie et se maintenir dans le temps. Alors, l'inflation ne doit pas être ciblée sur un ou deux aspects de l'économie et après on se dit que non, c'est l'inflation. Je prends un exemple simple. Peut-être il peut avoir une hausse des prix. Je peux prendre l'exemple sur on a la rentrée scolaire, on se rend compte qu'il y a eu une hausse des prix des cahiers.
Le cahier qui coûtait 300 francs coûte maintenant 350. Mais le coût du transport reste le même. Le coût des denrées alimentaires reste les mêmes. Les coûts des denrées alimentaires restent les mêmes. On a peut-être le coût du carburant à la pompe qui reste le même. Ça ne veut pas dire, alors on ne peut pas donc dire que le simple fait que le prix des cahiers est augmenté à la rentrée, ça veut dire que c'est de l'inflation. Non, non. On parle de hausse généralisée des prix. Cette hausse généralisée des prix doit être soutenue. Soutenue pourquoi? Elle doit être soutenue dans le temps. Il faut qu'on vive l'inflation de manière conjoncturelle. Que chaque jour, quand tu te lèves, le prix du pain là soit 300 francs. Ce n'est pas que tu te lèves aujourd'hui, le prix du pain à 300 francs, le lendemain, ça revient à 125. Ce n'est pas l'inflation. Il faut que ce soit généralisé et que ce soit soutenu. L'inflation doit être distinguée d'autres processus qui affectent aussi le niveau général des prix. On a par exemple la déflation. Elle exprime la diminution du niveau général des prix et désigne généralement une situation de dépression économique. Exemple, entre 1929, ça c'est un exemple historique, et 1932, le taux de déflation est de 18,5% aux États-Unis et de 17% au Japon. Ça veut dire que de manière générale, les prix des biens ont chuté aux États-Unis et à hauteur de 18,5% et au Japon à hauteur de 17%. On a un autre phénomène à part la déflation. On a un autre phénomène qui est quoi? Qui est la stagflation. La stagflation est un concept assez récent qui désigne une accélération de l'inflation conjuguée à une augmentation du taux de chômage. La stagflation, c'est un mal-être, un véritable mal. Imaginez-vous un seul instant que les prix des biens augmentent sur les marchés totalement et que peut-être dans cette même situation, les revenus restent stables. Tu gagnes le même salaire, mais les prix des biens augmentent sur le marché et le taux de chômage augmente encore. Ça veut dire que les prix des biens augmentent. Si on avait 10 personnes qui travaillaient, on a peut-être déjà 7 personnes. On a 3 qui sont par exemple licenciés. Le taux de chômage augmente. C'est une situation qui fait quoi, en sorte quoi? C'est une situation contradictoire. Elle est contradictoire parce que on a deux variables qui devaient évoluer dans les sens différents, mais ces variables-là se retrouvent en train d'évoluer dans le même sens. Parce que si je prends le raisonnement de John Maynard Keynes, de l'économiste John Maynard Keynes, pour Keynes même, l'inflation n'était pas si mal que si le niveau général des revenus augmente et que la proportion de l'augmentation du niveau général des revenus est supérieure à la proportion de l'augmentation des prix des biens. C'est-à-dire qu'on a un taux d'augmentation du niveau général des revenus relativement supérieur au taux d'inflation. Il n'y a pas de problème. Pour lui, si le revenu augmente et que la proportion de l'augmentation du revenu est supérieure à la proportion de l'augmentation des prix des biens sur le marché, est-ce que ça doit déranger quelqu'un? Si ton revenu passe de 200 000 à 300 000, ça veut dire qu'il y a une augmentation de quoi? De 50%. Puisque 50% de ton revenu est venu s'ajouter. Tu avais 200 000, tu passes de 200 000 à 300 000. Et que le pain passe plutôt de 100 francs à 125. L'augmentation du pain, c'est 25%, alors que l'augmentation de ton revenu, c'est 50%. Le taux d'augmentation de ton revenu est supérieur et relativement supérieur à l'augmentation du prix du pain. Tu ne dois pas te déranger. Ça, c'est comme ça que lui, il a vu. En fait, c'est sur cet angle-là qu'il s'est dit que non, c'est pas si mal que ça, l'inflation. Mais la stagflation, c'est, comme je le disais, c'est le mal-être. Tu es en train de subir une augmentation du niveau général des prix. C'est-à-dire que la population, il y a une baisse du, on appelle ça comment? Il y a une baisse du pouvoir d'achat. Alors, comment est-ce que nous sommes dans une situation où il y a une baisse du pouvoir d'achat et corrélativement, on a une augmentation du taux de chômage? C'est une situation vraiment désastreuse. Alors, nous avons donc les mesures. Quelles sont les mesures? Comment est-ce qu'on mesure? Quelle est la mesure, pardon? Comment est-ce qu'on mesure l'inflation?
Pour mesurer l'évolution du niveau général des prix, il est nécessaire de disposer d'un indice des prix. Plus particulièrement, lorsqu'on étudie l'évolution, on s'attache généralement à un indice des prix à la consommation, qui mesure la variation du prix d'un panier de marchandises. Vous voyez qu'avec l'indice des prix à la consommation, le niveau d'inflation. Parce que dans le monde des tendances inflationnistes, que si on n'essaie pas de les comprendre, on va se retrouver dans des situations terribles. Je prends l'exemple de l'économie peut permettre la généralisation du carburant à la pompe. On va augmenter le prix du transport. Le transport fait partie des charges directes pour les marchandises. Parce que lorsqu'on calcule le prix d'achat, pour avoir le coût d'achat de la marchandise, on doit tenir compte du transport. Si on tient compte du transport, ça veut dire que le prix des marchandises va augmenter. Et si le coût d'achat des marchandises augmente, le vendeur doit toujours se retrouver dans sa marge. Alors, il va augmenter le prix de vente. On se rend compte que l'augmentation du prix du carburant a influencé l'augmentation du prix du transport et l'augmentation du prix du transport a influencé aussi l'augmentation du prix des biens et services. On se rend donc compte à ce niveau-là que quoi? Que cette petite augmentation-là va maintenant se généraliser dans l'économie. Ce seul élément-là peut déjà apporter l'inflation. Ça veut dire que la politique étatique, au lieu d'aller arrêter les commerçants et commencer à leur fixer des prix, non. Il suffit seulement qu'on ramène, qu'on jugule. Parce que pour juguler l'inflation, si on essaie de juguler le prix du carburant à la pompe, ça va faire quoi? Ça va stopper le phénomène d'augmenter les prix des biens sur le marché. Comment est-ce qu'on mesure? Il faut aussi ajouter que la mesure de l'inflation suppose une année de référence. Alors, pour mesurer l'inflation, on doit se tenir compte du temps. Un calcul de la moyenne permet de comparer les moyennes annuelles de l'indice, moyenne arithmétique simple des 12 indices mensuels. Pourquoi? Parce que les mois ont généralement, quand on regarde l'activité économique, chaque mois peut avoir ses spécificités en termes de consommation. Je prends un exemple. La consommation des poulets, poissons et viandes, elle est souvent très grande en période festive. Voilà, nos amis musulmans vont bientôt fêter le Ramadan. La période de fête là, ils vont acheter plus de bœuf, ils vont acheter plus de moutons, ils vont acheter plus de sucre et ça veut dire que pendant tout le mois de Ramadan, par exemple, la consommation du sucre va augmenter, la consommation de viande de bœuf va augmenter, mais ça ne veut pas dire que c'est une inflation générale, ça va créer une inflation généralisée ou quoi que ce soit. Parce que lorsque le Ramadan va finir, on va passer à un autre mois. Lorsqu'on va passer à un autre mois, les habitudes de consommation qui sont nées pendant cette fête-là, ces habitudes de consommation vont disparaître. On va revenir à la normale au quotidien. Alors, l'économiste doit effectuer une étude temporelle. Il essaie de faire le calcul chaque mois. C'est à la fin maintenant, dans fin d'année, il va donc faire une moyenne arithmétique simple. C'est-à-dire calculer le taux pendant les 12 mois, calculer l'évolution pendant les 12 mois divisé par 12 pour avoir pour un mois. C'est-à-dire pour se retrouver avec une moyenne. Au-delà de la mesure de l'inflation, nous avons les formes d'inflation. Quelles sont les différentes formes d'inflation? Nous pouvons tout d'abord caractériser l'inflation par son niveau et on distingue l'inflation rampante, dont le taux est relativement faible mais la hausse des prix est installée. L'inflation rampante, le meilleur exemple de l'inflation rampante, je vais prendre un petit secteur
que j'affectionne bien, le béret haricot. À l'époque, si on essaie d'étaler l'évolution sur 20 ans, ça veut dire que je rentre en l'an 2000. Le béret qui coûtait 10 francs en l'an 2000, en 2010, disons en l'an 2000 qui coûtait 5 francs est passé en 2010 à 10 francs et est passé en 2020 à 25 francs. Ça, c'est une inflation rampante. Elle prend du temps. Mais ces prix-là se sont installés. Elle prend juste du temps. Ce n'est pas brusque. Parce que ça devient brusque. C'est lorsque, là, on parle de l'inflation rampante. Après, nous avons ce qu'on appelle l'inflation galopante, dont le taux est élevé, mais encore maîtrisable. L'inflation galopante, c'est dans le sens où le taux d'inflation est élevé, mais on peut maîtriser. Parce que l'objectif ici des politiques, l'objectif sera de faire quoi? De juguler l'inflation. Si on est à passer du béret de 10 francs à 25, on va juguler, on va essayer de stopper l'hémorragie en disant que non, au moins à 25, le pouvoir d'achat des différents consommateurs, des demandeurs, leur pouvoir d'achat leur permet encore d'acheter le bien. Alors nous allons juguler l'inflation. Mais nous pouvons avoir une autre situation. Nous pouvons avoir une autre situation qui est quoi? Qui est l'hyperinflation. C'est quoi l'hyperinflation? Elle constitue une hausse exacerbée du niveau général des prix. La limite entre l'inflation et l'hyperinflation est définie par l'économiste Kagan par un taux de 50% par mois. L'hyperinflation, c'est comme l'exemple que j'ai donné au départ. Tu pars dormir dans la nuit, tu savais que le pain était 125. Le matin, on te dit que le pain est à 300 francs. Regarde un peu l'évolution. L'évolution de ce prix-là. Ça, c'est de l'hyperinflation. Au moins, si on disait que le pain est passé de 125 à 150, tu devais chercher une autre pièce de 25 pour venir compléter. Mais si on te dit que le pain est passé de 125 à 300 francs, nous sommes donc dans une situation d'hyperinflation. Ensuite, si on caractérise l'inflation par son degré de régularité, on va distinguer l'inflation d'équilibre et l'inflation de déséquilibre. L'inflation de l'équilibre, le taux est constant, l'inflation est installée, mais sans risque d'accélération. Tous les agents économiques l'intègrent dans leurs calculs. L'inflation d'équilibre, c'est que le taux là est relatif, le taux est constant. On sait que bon, comme le prix est passé de 125 à 150, on doit encore attendre même 5 ans avant de passer de 150 à 175. Attendre encore même 5 ans pour passer de 175 à 200. Là, les agents économiques intègrent cette inflation-là. Ça s'installe même déjà dans les habitudes. On sait que c'est là. Mais l'inflation de déséquilibre est caractérisée par sa volatilité. Là, l'inflation devient volatile, incontrôlable. Enfin, si on caractérise l'inflation par sa valeur relative, c'est-à-dire le taux d'inflation dans un pays en comparaison avec ceux des pays étrangers, on peut déterminer le différentiel d'inflation qui nous informe sur la compétitivité prix relatif du pays en question. Ici, c'est une étude, c'est une approche par comparaison. Dans cette approche par comparaison, on essaie de voir est-ce que notre niveau d'inflation est relativement similaire à celui peut-être d'un autre pays, si peut-être nous sommes dans le même espace économique. Je prends l'exemple de la CEMAC. On a le Cameroun, on a le Tchad, on a le Gabon, on a la Guinée, la Guinée équatoriale et autres. Alors, si ce pays-là avec lequel j'entretiens des relations et ce pays-là où nous avons peut-être je vais appeler ça un volume de transactions relativement similaire. Si le taux d'inflation dans ce pays n'est pas très différent du taux d'inflation que j'ai ici, alors ça me met un peu dans une situation de confort malgré la situation, malgré ce qui m'arrive. Mais si le taux n'est pas si élevé là-bas et que de notre côté, nous avons un taux d'inflation très, très élevé, alors là, nous devons nous poser des questions. Alors, pourquoi? Parce que l'analyse économique n'est pas juste une analyse de diagnostic. Lorsque l'économiste effectue un diagnostic, il essaie aussi de penser
sur les techniques, sur les méthodes pour remédier à la situation. Je constate l'inflation. Je trouve des méthodes pour juguler l'inflation. C'est comme ça que l'économiste doit réfléchir. Ce n'est pas le genre de médecin, c'est pas le genre de médecin qui fait un diagnostic et qui te regarde. Non, c'est un véritable médecin. C'est celui-là qui fait le diagnostic et qui te dit que voici le genre de médicament que tu dois prendre. Et il te suit même pendant le traitement. Parce que lorsque l'économiste émet des théories ou lorsqu'il propose des solutions à un problème, il est là pour la vérification, il est là pour le contrôle. Est-ce que effectivement les politiques qui ont été mises en place, et ces politiques-là sont en train d'aller vers l'objectif, vers l'atteinte des objectifs qui avaient été fixés. Et après avoir effectué ce contrôle, il y a même encore ce travail d'évaluation, parce qu'il faut évaluer ce qui a été fait et dire que voici le travail qui a été effectué en fonction des différentes, on va appeler ça comment, en fonction des différentes propositions faites. Si nous avons défini l'inflation, si nous avons mesuré l'inflation, nous devons savoir quelle est son origine. Alors, les origines de l'inflation. Je crois que c'est là, on va vite finir avec ça, avec les origines de l'inflation avant d'arrêter. Alors, quels sont... nous sommes à ce niveau. Nous avons l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts regroupe plusieurs cas de figure. Nous avons le premier cas de figure ici, une augmentation des salaires. Le facteur travail est rémunéré à sa productivité marginale. En conséquence, les salaires sont supérieurs aux gains de productivité, la répartition en faveur des salaires et au détriment des profits. Ceci peut inciter les entrepreneurs à réagir en augmentant le prix de leurs produits. Cette forme d'inflation apparaît comme l'expression d'une lutte entre les salariés et les capitalistes pour le partage de la valeur ajoutée. Voilà, je m'arrête d'abord. On augmente les salaires. On dit qu'on rémunère le salaire sur la productivité marginale. Tu peux, le travail que tu as effectué, normalement, on doit te rémunérer 200 000. Mais maintenant, on te rémunérer 300 000. Ça veut dire que tu as gagné un salaire supérieur au travail que tu as effectué. Tu te retrouves avec 300 000. Le bénéfice de l'employeur va être diminué. Pourquoi? Lorsqu'on rentre dans je vais pas aller en comptabilité, lorsqu'on détermine un compte de résultat, il y a ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Le premier solde intermédiaire, c'est la marge commerciale. On désintéresse d'abord les différents fournisseurs. Après la marge commerciale, on a la valeur ajoutée. Au niveau de la valeur ajoutée, on fait quoi? On va désintéresser tous les tiers qui ont permis à ce que nous ayons, qui ont concouru à l'obtention du produit. Après la valeur ajoutée directement, nous avons l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, c'est donc la différence entre la valeur ajoutée et les charges de personnel. Ça veut dire qu'on désintéresse, on va désintéresser les salariés avant d'obtenir l'excédent brut d'exploitation. Comment donc le salarié qui a travaillé pour 200 000, on lui donne un salaire de 300 000. À la fin donc des soldes, là, on va déterminer le bénéfice net. C'est sur le bénéfice net qu'on doit donc distribuer le dividende au propriétaire de l'entreprise. Comme le propriétaire de l'entreprise va se sentir touché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une politique d'augmentation des prix sur le marché. Et même lorsqu'il va augmenter les prix sur le marché, là, le sentiment d'avoir un revenu supérieur va faire en sorte que le consommateur va dire, même si c'est comme on augmente les prix des biens sur le marché, j'ai déjà un salaire qui est relativement élevé. Alors, il va payer sans problème. Là, ça va créer l'inflation.
On dit bien, cette forme d'exploitation apparaît comme l'expression d'une lutte entre les salariés et les capitalistes pour le partage de la valeur ajoutée. Cette lutte peut déboucher sur une boucle prix-salaire qui rend l'inflation un problème auto-entretenu. Les salariés, par le biais de leurs syndicats, parviennent à obtenir les hausses de salaire. Les entrepreneurs réagissent en augmentant le prix de vente de leurs produits, ce qui incite à nouveau les salariés à se mobiliser pour obtenir de nouvelles augmentations de salaire. Le salarié qui se voit augmenter le salaire et qui arrive, il trouve les prix des biens qui ont augmenté sur le marché. Même si celui l'achète, s'il achète même sans, prenons un salarié, qui ne partent pas voir les syndicats. Là sont dans une sphère, ils sont totalement dans une bulle. Ils sont dans une bulle pourquoi? Ils auront le sentiment psychologique qu'ils ont augmenté. Alors que cette augmentation du salaire ne tient pas une hausse de leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas sur le salaire, sur la valeur nominale de l'argent. Il faut se focaliser sur la valeur réelle de l'argent. Parce que si tu te focalises sur la valeur nominale de l'argent, quand on va te donner 300 000, 400 000 le mois, tu penseras que tu vas devenir riche. Non. Un bonhomme qui a 300 000 et on vend le pain à 300 francs est pauvre par rapport à celui qui a 200 000 le mois et dans le même environnement, on vend le pain à 125. Parce que celui qui a 200 000 là, il pourra s'acheter plus de pain dans les mêmes proportions salariales que toi. Les 10% de son revenu, ce qu'il peut obtenir avec les 10% de son revenu, par exemple, comme article, toi, avec les 10% de ton revenu, tu ne peux pas obtenir la même chose. Juste pourquoi? On a joué sur ton prix, sur ton pouvoir d'achat. C'est ce qui arrive dans certaines conditions. Bon, je vais finir avant. Bon, on va s'arrêter à l'inflation importée. Le reste, là, on va achever ça à la prochaine séance. Alors, je finis avec, pour la séance, je finis avec l'inflation importée. L'inflation importée apparaît comme la conséquence d'une augmentation des prix des produits venant de l'extérieur et qui affecte le pays par le biais de l'importation. On a un exemple historique, le choc pétrolier de 1973-1974 est l'exemple type de cette inflation importée. Le prix du baril de pétrole est multiplié par 5 entre septembre 1973 et décembre 1974. Le pétrole constitue une consommation intermédiaire. Les entrepreneurs réagissent en augmentant le prix de leurs produits à base de pétrole. Automatiquement, l'inflation importée peut également surgir à la suite d'une dévaluation. En dévaluant sa monnaie, un pays se voit confronté au renchérissement du prix des importations, ce qui peut inciter les entrepreneurs nationaux à relever le prix de leurs produits. En fait, un paradoxe apparaît à cet égard. La dévaluation résulte généralement d'une inflation élevée par rapport à celle des pays étrangers partenaires. Alors qu'elle et le pays peut être pris dans un vrai cercle vicieux de la dévaluation. Lorsque tu regardes la situation de ton pays par rapport à un autre, tu te rends compte que tu es sans cesse les prix des biens sont sans cesse en train de grimper. Pour donc pallier ce déficit, tu fais comment? Tu dévalues ta monnaie. La dévaluation va consister à faire quoi? À réduire la valeur du coût de ta monnaie par rapport aux autres devises. Un euro, je veux prendre, puisque entre l'euro et le franc CFA, nous sommes dans un système de change fixe. 1 euro est égal à 655,957 francs. Ça veut dire que on peut dire 1 euro égal à 1200. Il y a une dévaluation. Avant, pour seulement 655 francs à débourser, mais maintenant pour avoir le même euro, je dois débourser 1200. Je me dis donc que je vais me protéger en dévaluant la monnaie. Et voilà où je me retrouve. Je me retrouve encore en train de faire quoi?
avec mes produits à l'intérieur pour résister à cette dévaluation, les entrepreneurs locaux augmentent les prix des biens. Ça veut dire que je me retrouve encore dans une situation d'inflation. Et là, je rentre dans ce qu'on appelle un cercle vicieux. Un cercle vicieux, c'est quoi? C'est comme si le départ et l'arrivée, c'était la même chose. Tu quittes Ndokoti pour Ndokbon, mais lorsque tu arrives à Ndokbon, tu te dis que non, tu es encore à Ndokoti. Parce que tu traverses toutes les étapes, tu te retrouves au point de départ à chaque fois. Tu te retrouves, en fait, tu te retrouves toujours à la situation initiale. Alors, on va d'abord arrêter à ce niveau-là pour l'inflation. On va développer, la prochaine séance, nous allons développer encore, on va développer les derniers aspects de l'inflation et le dernier indicateur macroéconomique qui nous intéresse, ça sera le produit intérieur brut. Peut-être si nous aurons un peu plus de temps, nous allons commencer à avec le cours sur la finance. Sachez que nous sommes déjà presque à la fin de nos... Parce que après, vous devez donc faire l'effort de travailler sur la documentation que j'ai donnée. Vous devez travailler aussi sur les différents cours que nous avons eus. Parce qu'au niveau des évaluations, les évaluations seront à deux niveaux. L'évaluation théorique et l'évaluation sur les notions théoriques et sur les différents calculs. Parce que nous allons faire deux ou trois, nous aurons quelques éléments de calcul à prendre en considération. Merci bien pour cette séance. On se dit à la prochaine.